Donc c'est une conférence MASITS, si vous ne le savez pas, sur l'agriculture régénératrice. Voilà, qu'est-ce qu'on fait depuis quelques années chez nous. Et donc, quel est le rôle du semencier dans cette transition agricole? Comment on l'interprète chez MASITS, qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'imagine que la plupart le savent, la filiale semence du groupe coopératif Maïs-Adour, qui est la première coopérative des Landes, évidemment, une coopérative importante du sud-ouest. Et il y a beaucoup de maïs autour de nous, donc on est évidemment un spécialiste semencier du maïs, du tournesol. On fait aussi la recherche en colza et on fait beaucoup de couverts végétaux. Donc nous sommes plusieurs à cette communication, à vous présenter tout ce que l'on fait. Donc là c'est un premier résumé très rapide de notre histoire sur l'agriculture régénératrice, et puis après je vais passer la parole à nos différents intervenants, des collègues de la production, de la recherche, du marketing, et aussi des partenaires experts sur lesquels on s'appuie pour aller plus loin dans notre stratégie agri-régé, une stratégie donc, qui se construit pas à pas. C'est un chemin qu'on a engagé en 2022, où on a revu notre stratégie MASITS en lien avec la stratégie Maïs-Adour, qui s'appelle Ambition 2030. On a revu aussi la raison d'être de l'entreprise, qui en bon français s'intitule Act Together for a Changing Agriculture, ou Agir ensemble pour une agriculture en transition. Un slogan, une mission qu'on a choisi ensemble avec de nombreux collaborateurs. Donc on a commencé par lancer, il y a une petite intervention, en 2023, une gamme de couverts végétaux. On avait toute une activité de couverts végétaux en Italie qu'on a déployée dans d'autres pays. Oui, en deux mots, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous on est une entreprise européenne à la base qui vend dans une cinquantaine de pays, alors essentiellement en Europe, mais qui s'est déployée depuis quelques années, 5-6 ans, en dehors de l'Europe, notamment au Mexique et en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, avec du maïs tropical. Et on avait une activité de fourragère et de couverts végétaux très centrée sur l'Italie, qu'on avait acheté il y a une dizaine d'années, et qu'on a redéployé en lien avec notre stratégie, évidemment, à partir de 2022, notamment en France, avec cette gamme de couverts Masfor. On a aussi recruté et réorganisé notre R&D avec tout un service dédié à l'agroécologie. On a lancé aussi, pour être dans la réalité, on va dire, agricole, des agriculteurs du quotidien, une démarche auprès de nos producteurs de semences, dans les Landes et les environs. On a 150 à 200 producteurs de semences et pas mal d'hectares. Camille en parlera tout à l'heure. Et puis on a évidemment traduit ça en accompagnement chez nos clients, en vente de solutions. Voilà. Donc en premier, chez nous, tout démarre par la R&D. C'est évidemment notre ADN, le cœur de notre système de semencier. C'est la recherche et l'innovation. Donc je passe la parole à Colin. Je veux faire ça avec vous, c'est moi qui l'ai fait. C'était le constat, oui, j'allais la zapper. Oui, en fait, c'est une stratégie évidemment interne, mais évidemment qui s'appuie sur des constats que tout le monde connaît, évidemment. Donc on souligne souvent ces éléments à nos clients, à nos partenaires qui nous demandent pourquoi on fait ça. On le fait déjà parce qu'à la base on a un petit sujet de résilience et on s'attaque en premier lieu au sol parce que on a des pays, bon la France aussi, hein, y compris dans les Landes, c'est une année difficile, donc les conditions climatiques sont de plus en plus dures, on le voit tous les jours. Et on est dans certains pays, donc on a plein de clients qui sont là aujourd'hui, qu'on a fait venir, notamment par exemple des Balkans, de la Serbie, de la Roumanie, alors eux c'est encore pire. Donc il y a un vrai sujet de résilience et comme c'est parfois souligné, on a des rendements qui ont du mal à progresser. On a en France, mais c'est vrai globalement, des sols qui sont de plus en plus dégradés. 25% des terres arables françaises sont en bonne santé. Et l'agriculture régénératrice, c'est sous cet angle-là qu'on le prend, on peut le prendre de plein de façons, c'est une solution. C'est une solution
pour la performance, continuer de la performance, il n'y a que ça qui va assurer de la durabilité et la durabilité. Et donc, c'est la mission que l'on donne à notre recherche, de nous trouver des solutions performantes et durables. Vas-y, Colin. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Colin Guillaume. Je suis responsable du programme de sélection maïs chez Macit et également responsable d'une équipe qu'on a montée récemment qui travaille sur toutes les thématiques autour de l'agriculture régénératrice. Donc, forcément, en tant qu'R&D, nous, nos enjeux, c'est de développer des solutions qui vont permettre aux agriculteurs de maintenir de la performance économique dans un contexte qui, vous le savez, est de plus en plus complexe et avec des exigences de durabilité qui sont fortes. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place à la R&D? Le premier point en fait, qui concerne nos activités plutôt historiques. Vous savez qu'on est avant tout un sélectionneur de maïs et de tournesol. Donc les 120 personnes qui travaillent à la R&D chez Macit, elles travaillaient principalement pour ces espèces-là. Et donc du coup, elles ont dû intégrer à la fois le changement climatique et l'agriculture régénératrice dans le mode de fonctionnement. Donc, très concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat, le rendement d'une variété donnée dans un champ donné, en fait, c'est la résultante de l'interaction entre un génotype, la variété, un environnement, c'est-à-dire les conditions pédoclimatiques, et les pratiques de l'agriculteur, donc la densité de semis, le travail du sol, etc. Et bien évidemment, à la fois le changement climatique et les nouvelles pratiques qu'amène l'agriculture régénératrice, elles changent complètement le paradigme de l'environnement, avec des stress hydriques, des stress thermiques, avec le changement climatique. Et elles changent également le paradigme des pratiques agricoles, avec des semis directs, des changements de densité, des écartements de rang différents. Donc forcément, les profils des variétés qu'on doit développer sont différents. Donc nous, on a intégré ces changements de paradigme dans notre façon d'évaluer les variétés, avec des réseaux d'essais qui mettent en avant ces conditions-là, qui sont encore minoritaires parfois dans les systèmes agricoles, mais que nous, on estime qu'ils vont devenir d'ici à 10-15 ans majoritaires. Et donc on adapte dès à présent la génétique à ces nouvelles conditions. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et là-dessus, on compte également énormément sur les nouvelles technologies qui permettent d'accélérer la sélection, comme les NDT, qui vont nous permettre de répondre à des défis qui sont quand même extrêmement complexes. Quand on parle de l'efficience adoptée du maïs, des stress hydriques, etc., on touche à des réseaux de gènes qui sont très nombreux. Et ces technologies-là vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Le deuxième point qu'on a fait évoluer, c'est qu'on a mis en place une équipe au sein de notre R&D qui est dédiée à l'agriculture régénératrice. Et cette équipe, elle travaille sur deux volets principaux. Le volet numéro 1, c'est le travail autour des solutions de couverts végétaux ou fourragers. Nous, on croit énormément au levier des couverts végétaux. C'est un des piliers premiers de l'agriculture régénératrice pour remettre du carbone dans les sols. Il peut y avoir plein de bienfaits. Et on pense qu'il y a un front de science encore au niveau des couverts végétaux. C'est une activité qui est nouvelle où l'ensemble des semenciers ont encore mis peu de moyens. Et donc on est en train de déployer toute la technologie qui existe déjà sur les autres espèces, sur ces couverts végétaux, pour pouvoir proposer des solutions à nos agriculteurs, à la fois avec de la simplicité, de la performance, et convaincre que ça peut remplacer dans certaines conditions des intrants. Puis le deuxième volet sur lequel travaille cette équipe, en fait c'est un peu le mélange entre les deux points que j'ai déjà cités. On va chercher des solutions pour faire évoluer la façon dont on cultive le maïs ou le tournesol en valorisant tout ce que le vivant peut apporter. Donc typiquement, on a mis en place des réseaux d'essais pour tester des plants de montagne qui vont accompagner le maïs, le tournesol, pour rendre des services qui vont remplacer des intrants qui étaient utilisés jusqu'à présent. Et donc ça a vocation à faire évoluer la façon dont on va pouvoir cultiver les espèces principales, tout en apportant de la robustesse et de la performance à nos agriculteurs. Merci Colin. Vous voyez, il y a plusieurs axes de recherche qui sont travaillés par notre R&D avec de multiples lieux. Et puis, très concrètement, ça se traduit aussi par une recherche de mise en pratique sur le terrain, dans les Landes, grâce à Camille, auprès de nos agriculteurs producteurs de semences. Oui, alors après avoir parlé de la recherche, maintenant on va passer à l'étape du champ.
finalement, quoi de mieux que s'engager dans l'agriculture régénératrice que de passer à l'échelle des producteurs. En 2024, Massite a créé un réseau de fermes pilotes. Donc on a aujourd'hui 13 fermes pilotes sur lesquelles on expérimente différentes techniques en lien avec l'agriculture régénératrice. Donc on travaille sur le sol notamment, tout ce qui va être fertilité du sol, la biodiversité, le travail sur le sol. On travaille également sur les couverts végétaux avec l'aide de la recherche parce qu'aujourd'hui nos producteurs de semences ne sont pas, en tout cas dans les Landes, ne sont pas les pros des couverts. On est plus sur des couverts, on va dire, réglementaires que des vrais couverts agronomiques avec une vraie vertu pour le sol, qui amène de la fertilité, de la structure. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on travaille aussi. Bien évidemment, on cherche des couverts avec des semis précoces, puisqu'on a quand même l'avantage, je dirais, en production de semences, de pouvoir libérer les parcelles relativement tôt, selon les conditions météo, bien sûr, et aussi de pouvoir les détruire relativement tardivement. Voilà, afin d'obtenir un maximum de biomasse. L'année dernière, on a pu tester notamment un couvert de trèfle qui a été implanté après broyage des mâles. C'est quelque chose d'assez nouveau pour nos producteurs et ça nous a permis, voilà, c'était un petit peu un cas à part, mais ça nous a permis quand même d'obtenir un couvert à plus d'une tonne de matière sèche. Donc c'était assez novateur, en tout cas pour nos producteurs. Et on travaille également sur l'optimisation de la fertilisation azotée. Donc ça c'est un point très important. On sait que ça impacte beaucoup nos bilans carbone. Et donc au niveau de l'azote, on travaille sur des formes qui vont être à libération progressive, qui vont être moins volatiles. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille également. Et donc nos fermes pilotes, ces expérimentations sont réparties sur 260 hectares à peu près. Et les résultats de l'année dernière sont plutôt prometteurs. On a une réduction, en comparant les itinéraires techniques conventionnels et les nouveaux itinéraires qu'on a testés à grande échelle, on a une réduction de nos émissions de carbone de 7 à 20% selon les fermes. Même pour des agriculteurs qui étaient parmi nos fermes pilotes, on a des agriculteurs qui sont déjà bien avancés dans la démarche, qui sont dans la cour depuis plus de 30 ans. Même ces agriculteurs-là ont réussi à réduire leur impact carbone. Donc ça nous montre qu'on a encore beaucoup de choses à travailler et qu'on a une marge de progression qui est assez conséquente. Et également, autre résultat assez notable, on a pu économiser 24 à 70 unités d'azote par hectare, bien évidemment sans perdre en rendement. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Donc voilà pour l'aspect expérimentation sur les fermes pilotes. Et toutes ces expérimentations nous ont donné envie de déployer finalement à grande échelle sur notre réseau de producteurs toutes ces techniques. On s'est fixé différents objectifs et là on souhaiterait d'ici 2028 réduire notre bilan carbone de 20%. Donc voilà, c'est un premier objectif assez ambitieux sur lequel on travaille. Bien évidemment, on cherche aussi, comme je l'ai dit, le sol qui est très important, à améliorer la qualité de nos sols. Aujourd'hui, dans le territoire des Landes, on est sur des sols principalement sableux. On travaille avec des producteurs sur la côte atlantique, où on a des sols, des sables très blancs, avec moins de 1% de matière organique parfois. Donc on sait que ces sols-là vont être, d'ici quelques années, très compliqués, enfin ça va être très compliqué de produire de la semence sur ces sols-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille avec les producteurs pour essayer de trouver des solutions. Donc voilà pour ce qui est du sol. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les couverts végétaux, on souhaite que l'intégralité de nos producteurs de semences utilisent des couverts végétaux agronomiques, et non plus une avoine à la volée semée très tardivement et qui n'apporte pas vraiment grand-chose à la parcelle. Donc voilà, on cherche un couvert à minimum 2 tonnes de matière sèche et l'intégralité de nos producteurs avec des parcelles de semences couvertes tout l'hiver. Et enfin, comment, finalement, c'est bien beau de lancer tout un tas de procédés en agriculture régénératrice, mais ça peut parfois être difficile pour les producteurs de s'engager sans avoir un vrai accompagnement derrière. Donc c'est pour ça que aussi nos équipes techniques ont été formées en agriculture régénératrice et on
qui nous accompagnent dans nos démarches, afin que l'intégralité de nos producteurs ait atteint ce qu'on qualifie le niveau 1. Voilà, on a échelonné nos niveaux en agriculture régénératrice et on souhaite que d'ici 2028, l'intégralité de nos producteurs ait atteint le niveau 1 en agriculture régénératrice pour une production de semences durable. Voilà pour la partie champ. Merci Camille, et puis ce qu'on peut dire, c'est que dès 2025, donc c'est très ambitieux d'engager 100% du réseau, ça veut dire forcément beaucoup d'accompagnement, comme tu l'as dit, mais je crois qu'on est pas loin de 25% de cette année de doses de semences de maïs produites selon notre cahier des charges niveau 1 engagé en agrégé. Donc c'est déjà un bon pas en avant. Ça c'était en 2024. Voilà. Et là, cette année, oui, on est autour de 25%. Ouais. Donc bravo Camille et bravo à l'équipe production de mettre tout cela en œuvre. Alors bon, voilà, la R&D travail, la production travaille. Que fait le marketing? Le marketing travaille énormément. Donc, bonjour tout le monde, c'est Julien Constanzo. Donc effectivement, tout ceci, il faut le concrétiser auprès des agriculteurs et des distributeurs. Donc toute l'équipe massive, et notamment la France, est engagée totalement dans cette démarche-là. Et tout ça aussi dans l'optique d'apporter des solutions concrètes et efficaces et mesurables. Et l'autre point qui est important, et qu'on n'a pas encore parlé, c'est qu'au niveau des industries, notamment l'agroalimentaire, la demande est de plus en plus importante par rapport à ces attentes autour de l'agri-régé, et leur cahier des charges est en train d'évoluer. Donc de passer d'une culture conventionnelle, ils sont en train de changer un peu leur prisme et leur vision pour que justement nos productions évoluent et aillent vers de la régénération. Et donc ces deux visions en amont et en aval fait qu'aujourd'hui un semencier comme Massif doit être porteur de solutions et convaincu qu'on aille dans cette vision. Donc dans ce contexte, nos équipes sont accompagnées, elles sont formées pour justement apporter un discours qui soit concret et entendu et faisable et réalisable au niveau des agriculteurs, parce que c'est aussi l'objectif que toutes ces solutions soient applicables. Donc pour cela, il y a plusieurs niveaux qui sont portés. Donc le premier, Colin a très bien parlé, c'est par rapport à notre offre génétique, notamment en maïs, où on a des variétés qui sont résilientes, qui vont répondre au changement climatique, donc les variétés waterlock pour le maïs brun et les variétés green plus pour les maïs fourrage. Le deuxième point, c'est donc effectivement toute la gamme des Masscore, qui se répartit en 4 segments. Les Masscore cover plutôt pour la partie couvert agronomique, qui vont répondre à différents types de services. Les Masscore Nutri, donc plutôt pour la partie élevage, où on va travailler des mélanges courte durée riches en protéines. Les Masscore Expert, donc on parlait de biodiversité aussi, c'est un enjeu important pour la France et pas que. Donc on a des mélanges qui vont apporter cette biodiversité. Et enfin les Masscore Énergie, où on va être plutôt sur la partie des cibles, donc pour alimenter la méthanisation. Donc ça, c'était une étape importante pour pouvoir consolider une approche dite couplée. C'est un peu ce que vous avez sur le diaporama, avec aujourd'hui la possibilité avec Massif de pouvoir accompagner l'agriculteur du début jusqu'à la fin de l'année, en mettant donc des maïs et en mettant donc des couverts, donc de la gamme Masscore, pour accompagner tout le process et toute la rotation. Et tout ceci dans le sens où Massif s'engage à accompagner de façon concrète et même financière pour cette transition auprès de l'agriculteur. Donc ça, c'est une étape aussi très importante. Et comme Camille nous l'a dit, on a des offres autour donc des semences durables qu'aujourd'hui on propose à nos distributeurs et agriculteurs, donc avec ces semences qui sont issues d'un cahier des charges bien spécifique, qui vont dans le bon sens, dans l'image d'un semencier que le distributeur et l'agriculteur vont apporter demain. Donc je pense avoir fait le tour, plus le digital aussi, qui est aussi une opportunité pour nous tous, pour mieux piloter, mieux conduire toute la fertilisation, l'irrigation et le pilotage du semis à la récolte. Et ça, c'est aussi un enjeu
qui est important chez Massy. Merci Julien. Donc vous pouvez voir que chez Massy, c'est vraiment une stratégie de l'entreprise, de toutes ses fonctions, de tous ses départements, de la R&D, de la production, du marketing pour aller jusqu'au client, apporter des solutions. Évidemment, ça tourne en permanence avec une recherche d'innovation. Pour cela, on s'appuie aussi sur un réseau de partenaires. On a parlé de formation, on a parlé d'accompagnement. Et on a parmi nous la chance d'avoir Frédéric Thomas qui accompagne aussi la R&D dans sa réflexion stratégique pour trouver des solutions régénératives autour du maïs, innovantes et durables. Et je lui laisse la parole pour nous dire concrètement quelle est sa vision. Ça va? Je ne sais pas. Je suis désolé. Non, pas de souci. Donc, Frédéric Thomas, je suis très content d'être avec vous. Je ne sais pas, mais ça fait de longues années que je viens aux différents mécas maïs qui sont devenus des mécas culturels, donc, et puis pas que. Donc, je suis producteur de céréaliers et pas mal de maïs dans le centre Val-de-Loire, une région un petit peu compliquée qui est la Sologne, donc de sol un petit peu difficile. C'est peut-être ça qui m'a aidé à rentrer dans l'agriculture régénérative un peu plus tôt que les autres. Je suis également l'animateur, le créateur, l'animateur et le rédacteur en chef de la revue TCS. À l'époque, c'était Technique culturelle simplifiée et on a habilement transité en technique de conservation des sols. Donc, il va falloir qu'on continue à transiter. On a quelques idées pour l'utilisation à vue du logo. Et puis, je suis très satisfait d'entendre ce type de discours-là. Nous, on a un peu plus de recul sur la question. Et donc, on essaye même aujourd'hui d'aller plus loin. J'étais séduit hier parce que j'ai vu d'aller jusqu'à modifier la manière dont on sème le maïs. C'est là que des essais en corridor solaire, parce que c'est peut-être des solutions pour arriver à intégrer de manière plus habile les couverts végétaux dans le maïs. Alors, je voulais présenter ça c'est des collègues nord-américains, on est dans le Minnesota. Donc l'idée, ces corridors solaires, c'est de tasser en fait en surdensité, ce qui peut nous paraître être surdensité, les maïs sur des lignes de semis écartées. Là, on est à 1,50 m. Vas-y sur la suivante, où c'est, je veux que je fasse. Donc voilà un peu ce que ça donne, parce que la difficulté de faire pousser les couverts végétaux, c'est également donner de la lumière. Parce que le maïs était hyper efficace. C'est pour ça aussi qu'on a resserré les rangs à un moment. Je suis encore un avocat du maïs en rapproché. Et donc vous voyez qu'on peut arriver à changer d'avis. Et si on veut que ça pousse, il faut donner un petit peu d'espace et un petit peu de lumière. Voilà ce que ça donne à un moment de récolte. Et en fait, ça permet de contourner. Le maïs a énormément d'avantages environnementaux. Mais il a une petite difficulté, c'est qu'il arrête de capter de l'azote avant la fin de la minéralisation. Donc en fait, il a tendance à laisser une partie de la minéralisation d'automne. Alors sur des sols qui sont à un point de matière organique, voire moins d'un point de matière organique, les reliquats post-récolte seront faibles. Mais la difficulté, c'est que si on monte en capacité des sols et qu'on gagne de la matière organique, en fait, les pics de minéralisation seront plus importants. Et les risques de lessivage vont augmenter à cause de la minéralisation. Alors c'est bien d'avoir de la minéralisation électronique sur les sols, mais il va falloir les garder. Et c'est pour ça que ce sera intéressant de commencer à construire des relais, et bravo de travailler là-dessus. Et en fait, on est très dirigé, et tu parlais de maïs semence tout à l'heure, vers les légumineuses. On essaie de rentrer l'azote, mais souvent à l'automne, on a, et plus on sera sur des sols qui fonctionnent bien, plus on aura des flux d'azote qui sont importants. C'est pas l'azote qui est le facteur limitant, il faut avant tout récupérer l'azote. Et c'est pas une surprise, hein, quand je vois les couverts qui poussent bien chez mes collègues américains, c'est des crucifères. En fait, là, vous mettez des trèfles, des choses comme ça, c'est des crucifères. C'est qu'on a de l'azote. Vas-y sur la diapo suivante. Et donc là, dans les choix de couverts, et on
vu hier en visitant la parcelle, et où ouais, il y a des petites orientations et c'était assez intéressant, de la date, du moyen, mais ça c'est sympa. Et en fait, on parle de corridor solaire parce que en écartant les rangs, en orientant éventuellement, lorsque c'est possible, nord-sud, un petit peu des systèmes viticoles, c'est d'arriver à rentrer plus de lumière et d'arriver à faire de la photosynthèse sur l'ensemble de la hauteur du maïs. Donc ça peut certainement nécessiter une réflexion sur la génétique qu'on va avoir et le corps du feuillage, mais là on est sur quelque chose de nouveau parce qu'il ne faut pas oublier que la végétation qu'on a à côté, elle est constituée à 45% de carbone. Et pour stocker ce carbone, c'est du stockage de l'énergie solaire via la photosynthèse. Donc vous prenez des panneaux solaires, vous les orientez mal, ça ne fait pas d'électricité. Ou vous les couvrez, ça ne fait pas d'électricité. Ma foi, il va falloir qu'on réussisse différemment avec nos cultures, parce que ce sont des véritables panneaux solaires. Et en fait, on a une contrainte en les passant, mais ça peut être des sources d'économie d'intrants, parce qu'on peut mettre la fertilité et éventuellement la partie des herbages que sur une partie du champ et conserver une autre partie du champ pour autre chose. Donc en fait, c'est un gain d'efficacité tout en ayant une économie. Donc on est bien dans l'espèce de résilience ou performance que tu évoquais hier. Vas-y, continue. Là, on est chez des collègues du sud-est du Nord-Dakota. C'est un petit peu difficile, mais j'ai pas une expérience nord-américaine, ceux qui me connaissent, et je vais voir les agriculteurs qui font ça. Et donc ça, c'est père et fils là-bas, ils ont fait des choses sympas. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est au moment de la récolte du maïs, c'est d'avoir un couvert déjà super installé, et on n'a pas l'installation du couvert à faire. Et il a déjà commencé à pomper dans la période de séchage, fin de maturité, séchage du maïs. Donc on a un superculage de la production de biomasse, parce que si on veut doper l'activité biologique, il faudra produire de la biomasse pour la nourrir. Ces agriculteurs-là, ces agriculteurs-là, font deux choses. Ils ont aussi du bétail, et en fait, sortie de moisson, ça peut être aussi du pâturage. Et ça peut intéresser des gens qui sont en estive en montagne et qui vont descendre ici et qui peuvent chercher du fourrage. Et là, les animaux ne veulent pas. Les animaux processent la biomasse et la préparent presque pour l'activité biologique du sol. Donc c'est presque un impact intéressant. Et en fait, je ne voulais pas être trop Amérique du Nord dans la présentation. La semaine dernière, j'ai pris cette photo-là, en Suisse, vendredi dernier. Les Suisses, ils sont en train de travailler aussi sur les corridors solaires. Alors, les Suisses travaillent un peu plus lentement. Vous comprenez, en plus, on est dans le secteur de verre, c'est plus lent. Mais je me méfie des Suisses parce que quand ils bougent, ils ne reculent pas. Et là, il y a un gros projet avec Suisse Nautil. C'est corridor solaire. Et en fait, la culture n'est pas un couvert, c'est de la betterave à sucre. Et ça c'est surprenant, j'ai été bluffé. Donc on est sur deux rangs de maïs et 4 rangs de betterave. Donc en fait là on est sur une double culture. Et la betterave est semée la première et récoltée la dernière. Parce qu'on peut garder la betterave plus longtemps. Et en fait la betterave n'est pas coincée comme c'est une plante biannuelle, on a un stockage, elle n'est pas coincée par du stress. Elle peut toujours rattraper. Alors que le maïs, dès qu'on va avoir un stress, c'est encore pire sur des céréales, où louper une étape, à la fois, on impacte sérieusement le reste. Tandis que la betterave, elle a toujours du rattrapage. Ça, c'est une photo de l'année dernière, parce qu'ils ne sont pas au premier coup. C'est un programme de 5 ans, et donc on est à la deuxième année. Récolte du maïs. Alors le maïs est semé sur les toits de la moissonneuse batteuse, donc récolte du maïs au-dessus des betteraves. Et ensuite récolte de la betterave. Cette année, en discutant avec les spécialistes, ils ont vu des avantages au niveau de la jaunisse sur la betterave. Donc je ne suis pas en train de dire alléluia, anti-voie du plomb, machin, non. Mais lorsqu'on amène de la diversité des parcelles, on peut avoir des ennuis, mais on peut avoir des avantages assez intéressants. Et je vais là-dessus, vous voyez qu'ils ont été loin, c'est qu'en fait, vous voyez, on ne connaît pas tous les produits ou les noms des produits utilisés en Suisse, mais vous voyez le mot spectrum en désherbage. Je pense que tous les maïsiculteurs voient à peu près ce que c'est que le spectrum. Donc en fait, on peut quasiment avoir une partie du programme de désherbage qui s'applique sur le maïs et la betterave
pousser la réflexion assez loin. Alors, tu as vu les autres diapos qu'il y a après. Et on va terminer par celui-ci. Donc là, je reviens aux États-Unis. J'ai un gars qui s'appelle Jack Smith, Nord Iowa. Lui, il fait ce qu'on appelle du stock cropping. Je regarde ça parce que, en fait, vous voyez, les bandes de maïs, c'est issu du travail de maïs en bande pour mieux capter la lumière avec le maïs. Donc en fait, ils ont agencé les variétés. C'est pas les mêmes variétés dans le centre de la bande et dans la partie large. C'est pas les mêmes densités. Donc vous voyez qu'il y a un agencement, il y a du boulot à faire au niveau du RT ici. On va s'amuser. Et en fait, c'est l'idée de capter le maximum de soleil. Au niveau de ces bandes-là, on est en moyenne sur les 5 dernières années du travail qu'il a fait à peu près à 120% du rendement d'une parcelle développée. Donc, parce qu'on a globalement, on a tous vu, quand il y a un trou dans le maïs, la compensation au bout de champ, le passage de pivot, c'est comme ça que c'est né. Et puis, dans l'interbande, eh bien, Marfoy, il a construit un petit convoi, avec des animaux, et il produit des couverts qui sont consommés. En fait, la tondeuse à gazon que j'expliquais hier, ma foi, c'est des moutons qui sont suivis par des cochons, et après qui sont suivis par des poulets qui écartent tout ça. Et donc ils finissent le boulot. Alors, je ne sais pas, mais ici, on mettrait simplement quelques canards, quelques oies, ce serait pas cool, quoi. Après, c'est des petits systèmes, vous voyez, tout en double pente pour capter l'eau, panneau solaire pour que ça avance tout seul, on peut guider le truc. Et tenez-vous bien, le maïs vient être repositionné l'année d'après dans la zone où on a cultivé les animaux. Donc vous imaginez l'économie de fertilisation, elle est là. Et toute l'alimentation que vous donnez aux animaux, c'est de la fertilité qui arrive au sol. Ça veut dire que, en fait, on est en train de mettre le doigt dans l'espèce d'engrenage parce que l'agriculture régène, il faut pousser la porte. Mais une fois que tu as commencé à pousser une porte, c'est un autre monde derrière, avec des gars qui sont en train de réfléchir à tout et des potentiels d'évolution qui sont énormes. Donc, bravo d'avoir poussé la porte niveau 1. Excusez-moi, je peux voir un petit peu là. Mais c'est aussi pour ça que vous m'avez invité. Niveau 1, mais voilà, là on sera peut-être au niveau 6, 7, 8, mais il y a peut-être le 15 que je ne connais pas encore, donc c'est vous qui allez le conditionner. Donc, encore une fois, merci et puis bravo pour cette direction. Merci Frédéric. Donc vous voyez, on est au niveau 1. On est déjà quand même assez fiers d'être au niveau 1, mais après on se fait tacler. Mais il y a des perspectives et c'est ce qu'on voulait souligner. Il y a des perspectives pour le maïs. On croit beaucoup dans les capacités de cette plante. Il y a des capacités de diversité, de biodiversité avec le maïs, de régénération des sols. Voilà, donc merci Frédéric pour tout cet éclairage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors on a un peu de temps, on a 5-7 minutes. Oui, mademoiselle, madame. Merci. Je suis Maëlle Raël. Et donc, deux questions sur la population massive. Déjà, si vous pouvez détailler votre cahier des charges niveau 1 pour se rendre compte de ce que représente pour les agriculteurs. Et deuxième question, vraiment sur l'expérimentation au champ, et ça fait du lien avec les petits animaux qui sont là. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la réintégration des vaches, les complémentarité et les vaches culture, vraiment au champ en lien avec chez les agriculteurs? Alors, merci pour la question. Pour ce qui est du cahier des charges niveau 1, on est parti sur un cahier qui va être, selon nous, pas encore trop engageant pour l'agriculteur, mais qui va vraiment déjà avoir un impact sur ses pratiques. Donc, première étape pour nous, c'était de travailler sur les couverts. Donc, c'est vraiment, ça, on ne se rend peut-être pas compte, mais pour les producteurs de semences, avoir un couvert végétal, un vrai couvert, ça déjà c'est un gros point engageant et donc ça c'est le premier pilier de notre cahier des charges. On travaille également, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas expérimenté à proprement parler, mais on travaille aussi sur l'irrigation, promouvoir l'utilisation d'OAD, d'outils d'aide à la décision, sur l'irrigation, parce que là encore c'est pas quelque chose, en tout cas en semence, qui est très courant. On travaille également, donc, autre pilier sur la partie privilégiée, le désherbage mécanique quand c'est possible. Voilà, ne pas toujours penser systématiquement aux produits phyto. Et enfin,
dernier point pour nous, c'est d'engager des agriculteurs qui participent à ces formations en fait. Donc voilà, c'est ça, les gros points, c'est les couverts, l'irrigation et la formation. Voilà, pour le cahier niveau 1. Après niveau 2, niveau 3, on est un peu plus exigeant, mais déjà si tout le monde met un couvert, on aura gagné beaucoup de choses. Et après, pour la partie élevage, c'est pas quelque chose qu'on a pris en compte là, en tout cas au champ, parce qu'on a finalement, dans nos producteurs de semences, les langues, c'est bien, il y a de moins en moins d'élevage, mais effectivement, c'est un point à prendre en compte aussi, parce que on a réalisé des bilans carbone sur certaines de nos fermes, et on s'est rendu compte que les fermes qui avaient les meilleurs bilans carbone, c'était les fermes en polyculture élevage. Voilà, on avait un agriculteur qui avait des prairies permanentes, des prairies temporaires, qui avait des moutons. Voilà, finalement, on se rend bien compte que ce modèle-là, il est valable. Après, dire à nos producteurs de semences d'aller introduire des vaches et des moutons en 2 ans ou 3 ans, voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On travaille aussi sur la fertilisation organique. Voilà, aller chercher du compost, aller chercher de l'engrais, privilégier l'engrais organique à l'engrais minéral. Voilà, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles on travaille. Après, le territoire fait que parfois on a un peu du mal à se fournir en fertilisation organique, hors fumier de volaille, important. Donc voilà pour la partie cahier des charges. Ouais, c'est assez génial lorsqu'on arrive à mettre les animaux dans le système. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être, c'est pas prudent, mais si on veut emmener une grande quantité d'agriculteurs, il faut être, excuse d'avoir été assez loin, mais il faut partir de la base. Sur la partie élevage, il y a déjà un énorme travail à faire aussi avec les gens qui sont en élevage. Parce qu'en fait, c'est dingue. Si ceux qui peuvent le plus bénéficier de nos approches ACS, qualité du sol, et ceux qui sont tellement éloignés du sol parce que c'est pas du tout concentré dans leurs animaux, alors que le sol fonctionne à peu près comme leurs animaux, c'est souvent des éleveurs. Et on a des améliorations potentielles, mais qui sont énormes au niveau d'élevage. Moi, sur la ferme, on travaille avec des éleveurs aujourd'hui, et 100% extérieur, pas de bâtiment, donc pas de stock de fourrage. Eh bien, on arrive à produire, grâce aux couverts végétaux, sorgho, ce qu'on a développé, les enseignements métayes, de la biomasse quasiment toute l'année, et surtout l'été. À l'époque où les autres commencent à sortir une balle au 15 juillet, comme cette année encore, comme en 2019-2022, eh bien, on a de la nourriture verte dans les champs pour les animaux. Donc le sol, il gagne, l'économie de l'agriculteur, il gagne, la qualité, il gagne. Donc en fait, on peut déjà se concentrer sur ça, et puis après, il y aura des communications qui vont se faire de manière automatique. C'est des prolongements qui viennent. Mais il ne faut surtout pas, faut donner envie, mais il ne faut pas forcer le bouchon le plus loin. Juste un complément, parce que je vois Clara qui s'assoit au fond de la salle. Sur le cahier des charges, donc effectivement, on a un premier niveau qu'on a établi qui fait clairement passer un cap à nos producteurs, hein, comme on l'a dit. Donc on a les 10 premiers qui étaient très motivés dès 2024. On a réussi à engager à peu près 25% de nos 150 à 200 producteurs sur 2025. Et on construit aussi avec l'aide d'ONG comme la Fondation Earthworm et le groupe Maïsadour une grille. Donc effectivement c'est un sujet clé, hein. La diversité des exploitations est énorme, la diversité des sols, donc avoir une grille qui soit à la fois challengeante et durable, mais applicable raisonnablement dans un pas de temps, même si c'est 10 ans, on sait que ça va prendre, en gros, on se met trois paliers, et on sait qu'à chaque fois ça va prendre 3-4 ans pour organiser la transition, on va dire. C'est un travail qui est encore en cours pour les cahiers des charges niveau 2 et 3. D'autres questions? Oui, monsieur.
agriculteurs dans la zone des sables. Les cultures de printemps, quand on les implante, ça se passe à peu près bien. Mais après ces cultures de printemps, l'implantation des couverts, c'est souvent difficile. Il pleut trop, on a des hivers soit très humides, soit très froids. Et souvent on arrive au printemps avec des couverts minables. Alors quel est le plan B? Excellente question. Qui veut répondre? Colin? Ouais. Oui, c'est une vraie problématique, notamment ici dans le sud-ouest où on va récolter souvent tard le maïs et les conditions ne sont pas toujours optimales pour pouvoir implanter le couvert derrière. Donc c'est typiquement des choses qu'on travaille, avec l'exemple qu'on a donné, avec du compagnonnage du maïs, où le couvert en fait il est implanté beaucoup plus tôt dans la culture, avec des couverts un peu relais, c'est-à-dire qu'il y a une première espèce qui va fonctionner, qui va s'arrêter au moment où on récolte le maïs, puis la deuxième en dessous qui va partir. Donc voilà, ça évite d'avoir à faire l'implantation dans des conditions difficiles. Il y a des solutions qui existent et c'est des solutions qu'on investigue pour pouvoir les mettre à disposition des agriculteurs. Ça répond à votre question, mais il y a des choses très concrètes de ce type-là qui peuvent être mises en place. Il y a cette partie-là, et c'est aussi pour ça que les corridors solaires peuvent être une approche intéressante, parce que c'est trouver le moyen de pouvoir faire vivre les deux à un moment et d'avoir un certain tuilage. Et en fait, c'est né quand même en Amérique du Nord, et avec des conditions peut-être moins humides à l'automne, mais tout aussi contraignantes en matière de température et de capacité d'installation. Quand tu es au Québec ou dans le Nord Dakota, tu prépares un hiver neigeux et froid assez rapidement. Et donc c'est des gens qui avaient cette réflexion-là aussi. Comment j'arrive à implanter un couvert, et ça a été et ça semble une astuce intéressante à essayer de tester. Et de la fois, ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'on a besoin de voir la largeur, de voir la mécanisation, de voir les espèces. C'était un petit peu laissé, comme vous citez hier, les espèces qui passent et qui ne passent pas. Et il y a tout un calage à faire. Mais je pense qu'il y a c'est peut-être un moyen habile de répondre à cette difficulté-là. Si je peux compléter, ça peut être un petit peu brutal, mais c'est vrai que le couvert végétal, souvent, c'est très réglementaire au départ. Et dans le sens aujourd'hui où on peut l'entendre, le couvert végétal doit être une culture à part entière. Et donc, on peut faire de la biomasse, sortie hiver et au printemps. Donc ça veut dire qu'il faudrait attendre une destruction un peu plus tardive. Et ça, c'est pas courant chez nous. On a envie de le détruire, on a envie de mettre sa culture de printemps. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on change un petit peu notre façon de travailler et donc de mettre en priorité le couvert végétal. Alors quand je dis ça, c'est merveilleux, tout le monde peut applaudir, mais concrètement c'est plus difficile. Mais si on veut aller dans cette démarche d'agrégé, il y a certains leviers qu'il va falloir appuyer. Et je pense que la destruction de votre couvert, il peut être un peu plus tardif. Donc ça veut dire que derrière vos maïs ou votre soja, on va changer de précocité et on va avoir une vision globale un peu différente. Mais bon, voilà, ça c'est aussi une chose importante. Le couvert, il ne peut pas pousser mettons, début novembre et être en biomasse impressionnante en février. C'est impossible. Il n'y a pas de solution miraculeuse là-dessus. Donc c'est pour ça, ça demande un changement d'adaptation, de chimie, de précocité, et tout ça c'est un travail un peu d'offre-couplé qu'on est en train de mettre en place. C'est compléter. Et également, j'insiste parce que c'est vraiment un axe de recherche fort pour nous, à la fois d'un point de vue génétique et d'un point de vue couvert, sur ces nouvelles approches un peu disruptives de corridors solaires, maïs corridors solaires, sur lesquels on croit qu'il y a vraiment des opportunités dans un contexte aussi de plus en plus exigeant, comme on l'a dit. Ouais, monsieur. Une petite remarque, en fait, je constate que plus on va aller dans cette agriculture régénératrice, plus on fait intervenir les animaux,
plus on va sur un système agricole, je dirais, diversifié. Et par contre, on a des agriculteurs qui vont plutôt se consolider, qui vont plutôt faire des hectares, qui vont plutôt... Alors, ma question, c'est de me demander si tout ça, ça va être compatible à terme. Et pour être très pragmatique, aujourd'hui, dans votre niveau 1 d'agriculteur, c'est quoi le profil? C'est des agriculteurs qui ont de la surface ou des agriculteurs, on va dire, plus légers? Merci pour la question. Alors, je vais schématiser globalement notre réseau. On va dire que on a des agriculteurs qui vont être sur sable blanc avec des petites surfaces, maximum, je parle pour la production de semences, maximum 20-30 hectares, et après on va avoir des très gros agriculteurs qui ont 600 hectares qui sont étalés aussi bien sur des sables noirs que des terres dures, que des sables blancs. Donc en fait on a une vraie diversité au sein de nos producteurs, et c'est aussi pour ça qu'on essaye de trouver des solutions à avec chacune de ces diversités d'exploitation. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, après, au niveau de l'engagement de nos producteurs, on a vraiment de tout aussi. On en a qui sont très convaincus depuis de nombreuses années déjà, qui sont même un petit peu pionniers par rapport à nous, qui parfois nous donnent des idées de travail. Et on en a d'autres qui sont un petit peu sur le fil, qui, voilà, ça marche, mon voisin il a fait ça, c'est intéressant, bon, je vais peut-être tester. Et d'autres qui ne sont pas du tout convaincus. Et finalement, c'est peut-être cela le plus gros challenge, parce que c'est pour ça qu'on met des expérimentations à grande échelle, c'est pour ça qu'on se sert de la recherche, pour leur montrer ce qui fonctionne et essayer de s'adapter, parce qu'en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir chez eux qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Ils s'en fichent de savoir ce que le voisin fait. Donc, on essaye de trouver vraiment comment s'adapter à leur profil et comment les convaincre. Je pense que ça passe surtout par de la visualisation. Voilà, on souhaite organiser des tours de plaine aussi pour leur montrer ce qu'on a fait et ce qui fonctionne pas aussi, parce qu'il faut en parler. Mais voilà, pour leur donner des idées et essayer de les faire basculer de l'autre côté. Merci pour ta question. Elle est fondamentale et je ne l'attendais pas celle-là, mais c'est génial parce qu'en fait, déjà sur cette réponse-là, la taille d'une exploitation, pour moi, n'a rien à faire. Il faut gérer chaque mètre carré le mieux possible. Et en fait, que dans les 5, dans les 10 ou les 10 000 hectares, c'est pareil. Si tu es capable de faire le chèque pour les doses de SMI, c'est pas parce que tu as 10 000 hectares que tu sais ton maïs plus mal ou plus mal. C'est chaque mètre carré doit être géré de la même manière. Donc ça doit pouvoir fonctionner. Après, l'ensemble des exploitations du monde ont en général un énorme problème de main-d'œuvre. Un énorme problème de main-d'œuvre et un problème de transmission. Excuse-moi, on a mis le doigt sur un dossier qui est chaud, mais du monde, c'est pas que chez nous. Et en fait, à ce niveau-là, on a tendance à remplacer la main-d'œuvre progressivement, par contre, par du capital, des outils. Et avec des pointes, des goulots d'étranglement au niveau des interventions, qui fait qu'on augmente encore le poids des outils. Et si tout le monde fait pareil, même si on les partage avec Cuma, excuse-moi pour les Cuma, mais comme tout le monde fait pareil en même temps, il faut aussi des gros outils. Et donc, c'est là que la diversité peut être un super coup, parce qu'en fait, on va écarter un petit peu la façon de faire de tout le monde, et ce qui fait qu'on peut plus facilement partager quand les gens font différemment et abaisser globalement nos coûts de production. Et puis, ça, c'est la réflexion de Zach Smith, et j'ai la même réflexion, c'est celui qui fait l'intercropping. On s'est retrouvé là-dessus, parce qu'il dit les enfants, il faut faire 1 heure et demie de voiture pour les emmener à l'école le matin. Et la campagne est devenue déserte. Mais c'est quoi d'avoir 1000 hectares de maïs et d'avoir une campagne déserte ça devient une qualité de vie, ça devient complètement nul. Et en fait, on est là sur des projets, et la dernière pensée de Smith, c'est de donner la possibilité à d'autres personnes, des jeunes, de pouvoir s'installer avec des systèmes très simples à l'intérieur de fermes existantes pour réinvestir, réintroduire de l'humain et de la main-d'œuvre dans des systèmes qui seront extrêmement simplifiés. Moi, ça on pousse toujours chez moi. Je vais terminer par aussi un exemple qui va te surprendre. J'ai la chance de travailler aux Antilles aussi, vers végétaux et tout ça. On a réussi à quasiment couvrir toutes les bananeraies des Antilles. Je vous conseille d'acheter la banane labellisée Antilles française. Et
agriculture en bananeraie, c'est 5 à 6 000 euros de débroussailleuse par an, l'hectare. Donc il y a une race de moutons antillais, qu'on appelle le martinique, qui peut faire le job, ça demande de gérer. Mais les Guadeloupéens ont un peu plus de mal, parce que d'utiliser un mouton martiniquais en Guadeloupe, ça fait beaucoup de soucis. Mais bon, on y arrive. Et après, les moutons, bah, ça se gère. Mais imaginez quelqu'un qui est habitué de gérer les bananeraies, hein, c'est déjà assez compliqué, de lui obliger, pour éviter d'avoir des gars avec des débroussailleuses, de gérer les produits, avec en plus des chiens errants, avec des loups à deux pattes, tout ça, c'est un autre métier. Et je me bats avec les gars là-bas pour le dire, mais c'est pas vous de gérer les moutons, il faut qu'ils s'intègrent dans vos exploitations, les bergers, c'est leur propos, et tu as 5 000 euros à partager, tu subventionnes déjà 3 000 euros les moutons, tu as 3 000 euros d'économie ou 2 500 euros d'économie, puis on va trouver des gens. Tu vois, c'est intégrer l'humain derrière. Et je te remercie pour cette histoire parce qu'on a un sacré job à faire à ce niveau. Et là, on a des billes pour le faire. Merci Frédéric. Encore des perspectives. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Parce que je pense qu'après, il va falloir qu'on laisse la place à nos confrères suivants pour la conférence suivante. Pas d'autres questions? Bon, ben, merci à tous pour votre écoute. Et donc, bon